Comment écrire l'histoire de Napoléon? Voilà un sujet, un enjeu que tout historien de la période consulaire et impériale s'est dit, s'est répété et auquel il s'est confronté. L'histoire étant sans cesse un renouvellement ou un balbutiement, cette question émerge dès 1814-1815, dès la chute de Napoléon, lorsque commencent à fleurir des récits racontant, analysant la période extraordinaire que les contemporains ont vécue. Et parmi cette foule d'écrits qui est charriée et qui est à la fois favorable ou défavorable à l'empereur, une production assez particulière émerge dès cette époque. Ce sont les récits des anciens collaborateurs de l'empereur qui, une fois Napoléon exilé à Sainte-Hélène, prennent la plume pour écrire un récit, pour écrire un temps qu'ils ont vécu à côté d'un homme qu'ils ont côtoyé. Alors ces hommes ne sont pas très nombreux et l'histoire qu'ils ont produite est particulièrement intéressante car en fait non seulement c'est le point de vue d'un témoin de l'époque et d'un témoin privilégié, mais c'est aussi la création d'une première école historique sur la figure de Napoléon. Je vous propose d'en étudier, en tout cas d'en suivre 5 qui ont plusieurs caractéristiques qui justifient cette étude. Alors d'une part, ces 5 hommes appartiennent à la même génération, 1765 à 1771 pour leur date de naissance. Ils ont donc sensiblement le même âge que Napoléon lui-même. Ils ont servi dans l'administration civile et diplomatique, ce ne sont pas des militaires, ils ne produisent pas seulement des récits de campagne. Et surtout, ils incarnent une typologie assez particulière de l'histoire napoléonienne. Je m'explique. Le premier, Louis-André Pichon, lui, incarne l'adversaire acharné de Napoléon. Dans l'ouvrage qu'il a écrit en 1814, de l'état de la France sous la domination de Napoléon, il rédige vraiment une histoire à charge contre l'empereur et ses institutions. Donc c'est vraiment l'adversaire. Le deuxième, Vincent-Antoine Arnauld, qui a une formation de dramaturge, qui a été proche de Bonaparte depuis la campagne d'Italie, lui écrit une biographie. C'est la vie politique et militaire de Napoléon qui paraît en 1822. Cette vie, cette biographie, elle est très laudative. C'est vraiment l'hommage de l'homme de théâtre à son mécène. Ensuite, 1827, l'ouvrage de Jacques de Norvins, Vie de Napoléon. Titre sobre, efficace, 4 tomes de cette histoire de Napoléon, qui est déjà une première réflexion sur le système européen construit par Napoléon, car Jacques de Norvins a été administrateur un peu partout dans l'Europe napoléonienne, en particulier à Cassel auprès du roi Jérôme et à Rome ensuite entre 1809 et 1812. Quatrième historien et non des moindres, Antoine-Claire Thibaudeau. Alors Thibaudeau a cette particularité qu'il a d'abord été un mémorialiste avant d'être un historien, c'est-à-dire que lui a d'abord ressenti le besoin de témoigner de ce qu'il avait vécu. Et ce qu'il a mis en avant dès 1827, c'est son passage au Conseil d'État. Il a été nommé par Napoléon en 1800, il reste 3 années pleines dans cette institution avant d'être préfet des Bouches-du-Rhône. Et c'est vraiment ces mémoires-là, ce temps-là, où en fait pour lui c'est un moment charnière, puisque c'est là que se construisent les institutions que Napoléon, enfin Bonaparte, a léguées à la France et où on s'achemine vers l'Empire. Donc ce sont d'abord des mémoires. Et puis, ensuite, Thibaudeau écrit une histoire générale de Napoléon Bonaparte qui fait déjà 6 tomes et qui ne couvre que les campagnes d'Italie et d'Égypte. Et le dernier tome est consacré au début du consulat. Tout ça formant finalement une espèce de prélude avant ce qui est son grand œuvre, le consulat et l'Empire, qui paraissent à partir de 1834-35, 10 tomes cette fois-ci qui suivent en détail Napoléon dans toutes ses années de pouvoir. Et cet ouvrage, lui, ce n'est pas une biographie, ce ne sont pas que des récits militaires, c'est une œuvre dont il dit qu'elle entend caractériser l'œuvre civile de Napoléon. Donc, fort de son expérience de conseiller d'État, il va mettre en avant comment le gouvernement de Napoléon s'est créé, ce qu'il a mis en avant et les réformes que Napoléon a faites. Donc, c'est vraiment la caractéristique, l'œuvre civile, qui n'empêche pas du coup Thibaudeau, qui doit pourtant sa carrière à Napoléon, d'être assez, parfois, jamais féroce, mais en tout cas d'exprimer certaines réserves face à des mesures de Napoléon. Il critique en particulier l'instauration de la noblesse impériale, qu'il juge anti-égalitaire. Il revient sur des mesures législatives et judiciaires peu conformes à l'esprit d'égalité. Donc c'est ce qui affleure dans l'ouvrage aussi.
Et enfin, dernier homme, Édouard Bignon, qui lui livre une histoire diplomatique de la période. Alors, l'histoire qu'il écrit fait 14 tomes, en tout cas elle s'étend sur 14 tomes. La publication est très éclatée, ça va de 1829 après sa mort, puisque les 4 derniers tomes sont posthumes. Et elle s'appelle « Histoire de la France, du 18 Brumaire à Tilsit », puis après voilà, la période est scandée différemment. Cette histoire, comme son titre ne l'indique pas, est une histoire diplomatique. Pourquoi? Parce que Napoléon, dans son testament, lui avait demandé d'écrire une histoire diplomatique de 1792 à 1815. Donc Bignon, pressé par le temps, produit un ouvrage plus resserré, mais c'est vraiment l'axe d'étude de l'Empire. Non seulement parce que Napoléon le lui a commandé, non seulement parce que lui-même est un ancien diplomate, donc connaît son sujet, mais surtout parce que pour lui, la diplomatie est ce qui explique la construction et la chute de l'Empire. Il a une analyse assez visionnaire sur la période où il lie en fait l'ascension de Napoléon à son désir de domination en Europe et où non seulement son élévation est liée à la domination, mais aussi sa légitimité. Et pour Bignon, Napoléon ne pouvait déchoir, en tout cas c'est comme ça qu'il explique les refus de paix successifs qui s'égrènent de 1805 à 1815. Donc on a là, avec ces 5 hommes, une première école napoléonienne où on passe d'un adversaire acharné à vraiment, j'allais dire, un fidèle de Napoléon, Arnaud, qui nous fait cette biographie très louangeuse. Ensuite, une histoire déjà plus réfléchie sur un système européen qui se construit, une caractérisation de l'œuvre civile de Napoléon et enfin une histoire diplomatique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes ces histoires sont de plus en plus riches et disposent de plus en plus de matériaux. Ça, c'est grâce à la production des nombreux mémoires qui s'égrènent à partir de 1815. C'est ensuite grâce au fait que ces historiens ont de plus en plus accès aux matières premières que sont les archives, ce qui n'était pas du tout envisageable en 1814 dans le cas de Pichon, le devient beaucoup plus dans le cas de Bignon. Bignon, en 1828, a accès aux archives du ministère des Affaires étrangères, ce qui lui permet de construire une histoire diplomatique. Et ces historiens aussi ont à cœur de rassembler leurs connaissances à partir des récits historiques qui sont en train d'émerger aussi, puisqu'il y a beaucoup d'histoires sur Napoléon qui s'écrivent à cette époque-là. Et en fait, il y a une vraie dynamique napoléonienne aussi qui se met en place dans les écrits. Chaque histoire répond à une histoire précédente et suscite à son tour des commentaires et des réponses. Ce qui fait que une école napoléonienne se crée petit à petit et que ces 5 historiens qui aujourd'hui sont assez méconnus, en fait, fournissent les matériaux pour une histoire de l'Empire qui aujourd'hui encore est très utile aux historiens du XXIe siècle, d'autant plus que certaines de ces histoires sont particulièrement précieuses et fidèles. Dans le cas de Bignon, Bignon édite de très nombreux articles des traités internationaux qui jalonnent la période et ces articles sont parfaitement fidèles aux originaux. Quand on compare ce qui a été mon cas, ces textes édités avec la correspondance du ministère des Affaires étrangères, avec les textes du traité, c'est exactement la même. Et les historiens du XIXe siècle se sont appuyés sur ces sources pour, à leur tour, en fait, disposer de nouvelles histoires. Et ces 5 historiens ont d'ailleurs tout à fait conscience qu'ils forment une première génération, qu'ils sont ceux qui vont mettre à disposition des pièces pour permettre aux suivants d'établir une histoire. Alors, ils ont tous cette idée un peu fantasmée qu'un jour on fera l'histoire définitive de la période. Eux ont bien conscience qu'ils sont encore trop proches, qu'ils ont été trop près de Napoléon, à la fois dans leur fonction et en même temps dans le temps, pour être tout à fait capables d'écrire cette histoire. Certains se réfugient aussi derrière leur âge, mais il y a cette idée qu'ils donnent le matériel qui ensuite sera assemblé par les historiens à venir. Et c'est vraiment ça qui fait leur force et qui fait que quand on les relit aujourd'hui, c'est un récit qui nous parle toujours. Certains d'ailleurs sont assez habiles et placent, outre des digressions diplomatiques ou civiles, des anecdotes sur la vie de cour ou des choses dont le public à l'époque était très friand. D'ailleurs, on l'est toujours un peu. Et ce qui explique que ces histoires sont fleuves, hein, parce que, rappelons-nous, si Pichon commence avec 1 volume, Bignon finit à 14 volumes. On prépare aussi un peu doucement l'œuvre monumentale d'Adolphe Thiers, hein, qui paraît à partir de 1845. Mais donc là, on a vraiment un premier noyau qui a été lu, qui a été commenté aussi par le grand public. On a des mentions de ces différentes histoires dans les mémoires des contemporains, évidemment dans la presse, mais aussi dans les histoires elles-mêmes. Bignon, par exemple, cite l'histoire de Thibaudeau, qui cite l'histoire de Norvins. Donc on a toute une dynamique qui se met en place et qui justifie une relecture aujourd'hui de ces 5 historiens, parce qu'on voit tout à fait aussi comment Napoléon a imprégné son époque, a imprégné ses collaborateurs,
et que finalement ces collaborateurs, en écrivant sur l'Empire, c'est la dernière étape de leur expérience napoléonienne. Il y a ce qu'ils ont vécu avec Napoléon, il y a ce qu'ils relisent 15 ans, 20 ans, 30 ans après, et ce qu'ils veulent transmettre aux historiens d'après, et qui nous donnent encore aujourd'hui des éléments tout à fait intéressants. Si vous voulez en savoir plus sur ces 5 historiens, je vous suggère de vous abonner à la chaîne Napoléonica qui vous notifiera de la mise en ligne de la conférence sur ce sujet.